Bienvenue aux participants et participantes, quelques personnes qu'Isabelle et moi avons le plaisir de connaître. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Oui, Ok, chouette. Alors, on attend encore quelques instants avant de commencer pour que les personnes qui se connaîtraient 2, 3 minutes après l'heure ne soient pas pénalisées. Et déjà, bonsoir à toutes les personnes. Je vous signale, et j'espère que cela ne vous dérange pas, que la conférence et les éventuelles interventions seront enregistrées. Donc, si vous prenez la parole dans les débats, sachez que ce que vous direz pourra être retenu et réécouté par d'autres. Je suis sûr que vous ne direz que des choses extrêmement intéressantes et que l'on souhaitera partager. Qu'en penses-tu, Isabelle? On commence ou on attend encore une minute ou deux? il est quelle heure? Mieux, tranquille. Bon, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de ça, donc Encore une minute. oui, peut-être. Voilà. L'idée, j'ai quand même de commencer assez fort à l'heure. Allez, je vais commencer. Alors, suivant la tradition, quelques mots sur l'Union européenne de yoga, euh, que vous connaissez probablement toutes et tous, mais il est important de les répéter, ces quelques mots, parce que la conférence étant enregistrée, elle figurera sur la chaîne YouTube de l'Union européenne de yoga, et donc des gens qui nous connaissent moins, voire pas du tout, pourraient un jour écouter l'enregistrement de cette conférence, et il est important que ces personnes entendent d'abord les quelques mots au sujet de l'Union européenne de yoga elle-même. Pour rappel, donc, l'Union européenne de yoga a été fondée en 1971. Ça fait déjà une belle histoire, plus de 50 ans. Actuellement, elle regroupe, sauf erreur, 24 fédérations membres réparties à travers toute une série de pays européens, pas uniquement dans l'Europe des 27 membres de l'autre Union européenne, mais même plus largement. Donc, il y a une internationalisation avec ces 24 fédérations. Il est important que vous vous rappeliez que vous pouvez vous tenir au courant de ce qui se passe dans les activités de l'Union européenne de yoga et dans ses publications en consultant son site web. C'est vraisemblablement par cette voie-là que vous vous êtes inscrite ou inscrit à la conférence qu'Isabelle Châtel va nous donner dans quelques instants. Et je vous rappelle aussi qu'au bas des différents écrans du site web de l'Union européenne de yoga, dans le grand bandeau bleu horizontal qu'il y a dans le bas de ces écrans, il y a la possibilité de s'abonner à sa lettre d'information ou newsletter qui, je pense, présente quand même un certain intérêt pour vous toutes et tous. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous suggère de vous y abonner. Je rappelle aussi que, outre les conférences, comme celle de ce soir,
l'Union européenne, quelques fois par an, la newsletter dont je viens de parler, mais aussi sur son site des articles et pas mal d'annonces d'activités, formations, stages et autres que des enseignants membres de l'Union européenne via les fédérations, qui elles sont les véritables membres de l'Union européenne de yoga, que ces enseignants donnent à travers toute l'Europe. Donc, il y a peut-être des choses, des activités auxquelles vous pourriez être intéressé et dont vous n'apprendriez l'existence qu'en allant de temps à autre et un petit coup d'œil sur le site de l'Union européenne et regardant dans les rubriques prochains événements, prochaines activités. Je vous rappelle aussi que l'activité phare de l'Union européenne de yoga, c'est le grand congrès annuel au mois d'août en Suisse, à Zinal, comme l'ont voulu les fondateurs Gérard Blitz et Willy Van Lisbeth, ou André Van Lisbeth, pardon, euh, et la localisation dans ce beau lieu des montagnes suisses est conservée jusqu'à présent. Prochaine session, c'est en ce mois d'août, au milieu du mois d'août, 5 jours, cette année consacrée au thème Bhava et Rasa, ou les émotions dans le yoga, thème auquel se relie la conférence que vous entendrez dans quelques minutes. Euh, il est aussi bon de rappeler qu'en cette fin d'année scolaire ou académique, il y aura encore une conférence en français, dans le même style que celle de ce soir. Donc, vous pouvez encore vous inscrire à une conférence en français. Et aussi que si vous appréciez ces conférences qui sont gratuites, un peu de générosité en retour de votre part ne peut faire que du bien à la persistance de ce genre d'activité, parce que l'Union européenne, elle ne vit pas uniquement de l'air du temps, d'avoir quelques ressources. Donc vous pourrez trouver sur le site web dans un courriel à suite à la conférence qu'on vous suggère de faire un don, même très modeste, pour permettre la continuité de ce genre d'activité. Alors, je dis encore quelques minutes non plus au sujet de notre grande organisation, mais au sujet d'Isabelle Châtel. Plusieurs personnes quand même un petit rappel, quelques petits rappels. Isabelle est non seulement professeure de yoga, mais elle est aussi formatrice d'enseignants ou professeurs de yoga. Elle a fait tous les cursus voulus, toutes les expériences voulues pour avoir cette double qualité, et elle a son sens de la recherche et de la curiosité, et elle a fait diverses formations en dehors des formations purement de yoga. Mais ça, c'est que vous allez sans doute ressentir au travers de ce qu'elle va vous dire. Du point de vue plus institutionnel, euh, je rappelle que Isabelle est la présidente de l'association FBHY, et donc l'une des... Je vois dans le chat qu'on demande aux participants autres qu'Isabelle pour le moment de couper leur micro. C'est effectivement une bonne chose à faire. Vous les rouvrirez par la suite si vous voulez poser des questions. Mais veillez donc à couper vos micros si vous n'êtes pas sur le point de parler. Je disais donc avant cela que Isabelle est la présidente de la fédération FBHY, qui est donc l'une des 24 fédérations membres de l'Union européenne de yoga, et pour la Belgique, l'une des 3 fédérations membres de l'Union européenne de yoga.
Voilà, je pense que j'ai assez causé. À toi, Isabelle, nous t'écoutons avec beaucoup de curiosité et de sympathie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là, de faire cet honneur d'écouter ce que j'ai envie de vous dire sur le corps ne ment jamais, le yoga et l'intelligence émotionnelle. Un très beau titre, mais ce qui est important pour moi, c'est surtout qu'il vous parle dans votre cœur et qu'il vienne vous toucher dans votre intimité. Et donc pour cela, j'aimerais que nous prenions quelques instants pour vraiment nous centrer et nous relier à notre corps, à notre cœur et être dans l'écoute de ce qui va se passer, de ce que les mots vont résonner à l'intérieur de vous. Donc je ne vous demande pas de changer nécessairement de posture d'assise, mais de peut-être pendant quelques instants quitter l'écran pour laisser se déposer les paupières et pouvoir observer de l'intérieur comment vous êtes assis sur votre support, là où reposent vos pieds et de sentir si les pieds reposent sur le sol, si les pieds reposent sur un support, et juste sentir là où reposent vos pieds. De prendre le temps de vous éloigner du quotidien pour vous relier à l'instant présent. Écoutez chaque sensation qui se produit dans votre corps et doucement, prenez le temps d'écouter votre souffle, le souffle d'inspiration, le souffle d'expiration. Laissez la respiration se faire calme, profonde. Et laissez le corps faire pendant que votre respiration s'allonge. Sentez sur chaque inspiration le corps qui se redresse naturellement. Sentez sur chaque inspiration une ouverture qui se crée, qui s'invite. Sentez sur chaque expiration quelque chose qui se relâche. Et poursuivez pendant quelques respirations ce chemin de l'inspire et de l'expire, sans chercher à le contrer, l'accompagner dans sa nature profonde. Le corps ne ment jamais. Il nous révèle ce qui est au-delà de notre mental, au-delà de nos pensées. Le corps, c'est souvent bien avant nous, bien avant notre mental. Et puis doucement, toujours à votre rythme,
je vous inviterai à prendre le temps de réouvrir les yeux, le temps de vous déposer dans une écoute. Et d'apprécier pleinement votre choix d'être là ensemble à distance pour partager un moment de yoga, un moment d'écoute et de partage. Avant d'entrer pleinement dans la thématique de la conférence, j'aimerais reposer le sujet, le titre, le yoga et l'intelligence émotionnelle. Peut-être que je vais quand même penser à faire circuler les slides. Alors oui, avant de poser le titre, je vais peut-être revenir à mon outil numéro 1. Je pense que vous aurez ces slides, je ne sais pas, je verrai bien, mais de toute manière, vous pourrez les prendre sur, mais sinon, moi, je les mets à disposition. Donc, outil numéro 1, c'est vraiment revenir à soi. Je vous propose vraiment tous les jours, vraiment au quotidien, de prendre régulièrement, ne serait-ce que 5 minutes pour vous poser dans votre respiration, de vous reconnecter à votre souffle, de vous reconnecter à votre corps, pour pouvoir être pleinement à l'écoute de nos émotions. Il est vraiment important de revenir au cœur de nous-mêmes. Et quel outil le plus merveilleux du yoga qui puisse nous permettre de revenir vers nous-mêmes, c'est la respiration. Et donc, vraiment, je vous invite à pratiquer régulièrement cette relation à la respiration. L'étymologie, yoga et intelligence émotionnelle. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que le mot yoga vient de la racine sanscrite yuj, qui veut dire lier, mettre ensemble, et qui fait référence à ce mot joug, qui est cette pièce en bois que l'on mettait sur les chevautrés, sur les bœufs, pour vraiment les atteler, les permettre d'être ensemble et les relier au matériel, soit la charrue, soit le chariot, et qui permettait vraiment aux maîtres de les guider, de leur donner une direction. Donc, yoga, lien, mettre ensemble pour aller dans une certaine direction. On a ensuite intelligence émotionnelle. Je vais commencer par émotion, le mot émotion, et qui vient de emovere en latin, et qui veut dire en fait mettre en mouvement. Donc une émotion met dans notre corps quelque chose en mouvement. Elle nous aide vraiment à venir faire un lien, si on reprend le yoga, avec quelque chose qui se passe dans notre vie et de prendre conscience, de se reconnecter au vivant en nous, qui est le corps. Ensuite, nous avons intelligere pour intelligence et qui est en fait, nous fait au niveau du yoga référence à viveka. Intelligere, c'est vraiment comprendre, amener de la compréhension, amener du discernement. Et donc, quand on met ensemble yoga, intelligence émotionnelle, on voit en fait qu'on essaie de mettre du lien, de la conscience sur un mouvement, sur quelque chose qui se passe dans le corps, qui s'invite à être compris, qui s'invite à être entendu, écouté.
Dans la psychologie, en fait, l'intelligence désigne entre autres la capacité à apprendre, mais surtout la capacité à adapter notre comportement. Je me suis proposé de vous poser trois hypothèses. Le corps est une mémoire vivante de notre manière d'habiter le monde. Donc, je pose comme hypothèse que notre corps est un temple. Il est un espace sacré. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, je me réfère à certains textes, dont les Upanishads. Je vous en parlerai plus longuement plus tard. Le corps a une mémoire. Il a une trace de notre histoire. Les Yoga Sutras nous en parlent. Ils nous invitent à smriti, la mémoire, le souvenir, qui peut être douloureux, mais qui peut aussi être très joyeux. Puis, le corps ne ment jamais. Le corps nous révèle quelque chose que nous pouvons ignorer, quelque chose que l'on ne sait pas encore, quelque chose que notre mental n'a pas pu capter. Et parfois, à l'inverse, notre mental rumine, s'embourbe dans certaines situations, et donc le corps s'exprime. Quand je pose l'hypothèse aussi de vous inviter à le corps est un temple, le corps est sacré, c'est aussi se souvenir qu'en fait, le corps n'est pas un objet. Or, bien souvent, nous avons tendance à ne pas l'écouter, à ne pas respecter ses limites, à aller au-delà, à faire encore et encore, ou parfois à manger quelque chose qui n'est pas nécessairement sain. Et on le sait, et pourtant, on se laisse attacher par ça. Donc, proposons-nous de vivre notre corps vraiment comme un temple sacré plutôt que parfois comme un objet. Dans nos séances de yoga, c'est la même chose. Pratiquer en respectant nos limites. C'est ce que nous invite Patanjali. Et combien de fois nous pouvons voir dans nos salles de yoga des étudiants qui veulent aller au-delà des limites pour faire encore mieux, pour aller encore plus loin. Non. Vivons le corps comme un sujet, écoutons-le, respectons-le et adaptons nos pratiques pour qu'elles nourrissent ce temple et surtout adaptons nos pratiques pour que notre pratique puisse nous révéler, nous exprimer, nous parler de quelque chose. Le corps a une mémoire. Oui. Je vous mettais Smriti. Le corps se rappelle. Le corps se rappelle de notre histoire. Le corps a la mémoire de comment nous nous tenons, quelle de notre posture dans notre quotidien. Le corps a la mémoire de notre manière de respirer et il nous révèle quelque chose quand nous respirons. Si nous respirons un peu de manière rapide, il est en train de nous exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, enfin, à moins qu'on ait fait un jogging, quoi. Mais sinon, il nous informe d'une émotion, de quelque chose qui se passe, d'une peur, d'une colère, mais il est à travers notre respiration, il nous informe de quelque chose. Comment nous déplaçons-nous? Comment marchons-nous? C'est intéressant d'observer. Est-ce que nous avons une marche confiante, assurée? Est-ce que nous avons une marche plutôt un peu lymphatique? Est-ce que nous avons une marche un peu sournoise, un peu de peur? Comment nous déplaçons-nous? Le corps nous exprime tout cela. Mais pouvons-nous l'entendre? Pouvons-nous l'écouter? C'est intéressant de pouvoir s'arrêter pour s'observer. Donc, le deuxième outil que je vous propose, c'est vraiment l'auto-observation. Pour aller dans l'auto-observation, sans jugement, sans interprétation, il est intéressant de prendre un petit cahier et d'écrire. Mon enseignante de yoga, Svadhyaya, me disait, Isabelle, vous devez toujours avoir un petit cahier avec vous sous la main pour écrire voilà, ce qui se passait dans notre quotidien, mais si ce qui se passait à un instant T. Si j'avais pas nécessairement beaucoup de temps, elle me dit écris quelques mots pour te souvenir.
et mettre ça sur ton tapis. Parce que le moment où tu le mettras sur ton tapis, mais peut-être que ta pratique pourra t'amener de la conscience, pourra t'éclairer sur ce qu'il se passait en toi, ou tu sauras très bien ce qui se passait en toi à ce moment-là. Mais c'était peut-être pas la cause profonde. Il y avait peut-être autre chose en amont. Et donc le fait d'écrire, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus loin de ce qui est visible. Le corps ne ment jamais. Le corps reste fidèle au maintenant. J'aime beaucoup dire à mes élèves, posez-vous dans Hatha, maintenant. Pouvons-nous, comme nous enseigne les Yoga Sutras de Patanjali, le premier petit mot pour moi est tellement révélateur, tellement important. Hatha, maintenant. Maintenant, alors nous pouvons entendre, nous pouvons écouter. Et nous pouvons savoir si notre mental nous raconte des histoires ou si c'est la réalité du présent. Parce que, en effet, très souvent, on vous demande comment vas-tu? Je vais bien. En fait, peut-être qu'au fond de vous, vous n'allez pas si bien que ça. Alors, si vous le savez pour vous-même, c'est important. Mais si vous dites je vais bien, mais qu'en fait, au plus profond de vous-même, vous n'allez pas bien et que vous n'en êtes pas conscient, ça, c'est pas très bon. Parce qu'à long terme, voilà, il y aura des conséquences. Donc, on peut mentir mentir aux autres, mais ne pas se mentir à soi-même. Et mentir aux autres en conscience parce que voilà, on a juste envie de dire je vais bien et ne pas rentrer dans une discussion. Ok, mais attention, d'être en vérité, d'être dans satya envers nous-mêmes. Et quand on est dans satya, dans la vérité envers soi-même, il est important de rester fidèle à un autre principe cher au yoga, c'est ahimsa. On peut être dans la vérité envers soi-même en étant dans la non-violence, en évitant de se juger, en évitant de, je veux dire, de se culpabiliser parce que peut-être nous n'allons pas bien à un certain moment, quoi. Voilà. Être dans la vérité avec bienveillance, je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir aller à l'écoute de ce qu'il se passe dans notre corps, de ce qui se passe au-delà de notre mental. Donc, je vous ai parlé du corps, je vous ai parlé du mental, je vous ai parlé des émotions. Donc, le corps est un lieu où notre histoire s'inscrit. Alors, quand je vous parle de notre histoire, si je fais référence à l'Inde et au yoga, il n'y a pas que notre histoire du maintenant. Il n'y a pas que notre histoire présente. Il peut y avoir, et il y a, je pose l'hypothèse qu'il y a dans notre corps, la mémoire de nos vies passées. Et que parfois nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas pleinement conscients de ce qui se passe, parce qu'en fait, notre corps exprime quelque chose au-delà de notre conscience qui peut être en lien avec notre passé. On appelle cela dans le yoga les vasanas, les mémoires inconscientes. Et il y a dans notre corps d'autres mémoires qui sont inscrites et que là on appelle davantage samskara, qui sont des habitudes et qui sont beaucoup plus conscientes, beaucoup plus présentes. Ce qui est intéressant par notre pratique du yoga, c'est qu'en fait la pratique du yoga puisse amener du discernement, du viveka, pour aller vers davantage de libération de ces mémoires. Et donc, le but ultime du yoga est d'aller vers moksha ou kaivalya, la libération. Eh ben, nous ne devons pas attendre d'atteindre la libération. Nous pouvons, sur notre tapis de yoga, par nos pratiques, vivre des petites libérations de manière régulière qui fera qu'à un moment donné, on peut vivre de plus grandes libérations. Mais proposons-nous de vivre au fur et à mesure du temps ces petites libérations.
Parce qu'en fait, au niveau émotionnel, quand un événement se passe, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Si on ne pratique pas le yoga, si on ne pratique pas la respiration consciente et tout, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'en fait, on va être dans la réaction. Par contre, si on amène du discernement, si on amène de la distance, eh bien, et que nous nous entraînons, eh bien, en fait, au lieu d'être dans la réaction, il va y avoir une compréhension par rapport à l'événement, par rapport à ce qui va se passer. On va amener de la compréhension qui va faire qu'en fait, on ne va plus réagir, on va répondre d'une certaine manière. Et nos réponses seront de plus en plus conscientes, de plus en plus adaptées, voire il pourra aussi, dans certaines situations, ne plus avoir de réponse. Parce qu'en fait, il n'y a pas toujours besoin de réponse. Et ça, c'est important. Il pourra y avoir écoute, observation, sans sentir l'impulsion de devoir réagir, de devoir répondre à tout prix. Et donc ça, j'appelle cela la pratique Svadhyaya. Je me permettrai tout à l'heure de vous guider dans une de ces pratiques, de vous inviter à une petite pratique qui donne du sens à ce que nous proposons sur le yoga, à la pratique posturale, à ce que nous proposons sur le yoga. Euh, je vais me permettre d'interpeller un petit peu Michel. Michel, est-ce que vu que c'est la première fois pour moi, est-ce que je parle et je ne laisse pas la place au public ou je laisse de temps en temps des personnes pouvoir poser des questions? Oui, c'est en fait les autres conférenciers pratiquent l'une ou l'autre méthode, mais je pense que ça peut être bien, par exemple, maintenant que tu ouvres quelques minutes de questions-réponses, pas trop long parce que sinon tu n'auras plus suffisamment de temps, plus suffisamment de marge pour la suite de ton exposé. Mais je pense que sur ton exposé, un ou deux moments intermédiaires de questions-réponses avant l'éventuelle discussion finale, ce serait une très bonne idée. Ok. Ben donc, si vous avez des questions, l'espace vous est ouvert, vous posez quelques questions si vous en avez, quoi. Donc, pensez à ouvrir vos micros si vous avez une question à poser. Ou peut-être, parce que moi, je sais pas, j'ai pas Tu vois le chat, toi, Michel? Moi, je vois le chat. Alors, pour le moment, dans le chat, il n'y a pas de questions. Ok. Mais, ah, voilà, il y a une personne. Marilyn, Inès, on me levait Il là. y a deux personnes. Ben, disons Marilyn pour commencer, si vous voulez ouvrir votre micro, Très est-ce que bien. vous... Alors, moi, j'ai une question sur la mémoire des vies passées. Oui. Est-ce que quand on a identifié que finalement, il y a un blocage qui correspond certainement à quelque chose d'antérieur, comment on peut se libérer peu à peu de ces mémoires? Alors, au niveau enfin, je vais parler par rapport à ce que j'ai étudié au niveau du yoga. Donc, moi, en fait, Oui, bien la sûr. pratique du yoga que je propose à ce moment-là, c'est une pratique qui amène du sens, qui amène du svadhyaya. Et je dirais que même coupler cette pratique. Ben, je montrerai tout à l'heure comment peut-être, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de coupler ces pratiques avec ce qu'on appelle un peu l'outil EMDR. Donc, en fait, c'est venir libérer en faisant, et on peut le faire au niveau du yoga. On va vraiment venir travailler en posant, par exemple, les mains sur les épaules. Et donc, on va par exemple se dire, je m'ouvre à maintenant. Et sur l'expire, je reviens, je libère toutes les mémoires du passé. Inspire, je m'ouvre au maintenant.
expire, je libère les mémoires du passé. Et ça pourrait être encore, Marilyn, inspire, expire, inspire, expire. En fait, il y a un mouvement de libération de mémoire émotionnelle quand on travaille dans l'EMDR avec le travail de la respiration et du yoga. Voilà Très bien. comment moi je l'ai étudié, j'ai appris de le travailler pour vraiment se nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est venu à la conscience, à un moment donné, le fait qu'on ait conscience, si on le dépose aussi sur le tapis, qu'on pratique avec l'intention de libération, de nettoyage, voilà, il y a aussi un travail qui s'installe, quoi. Après, bon, ça, je veux dire, le yoga ne remplace pas le travail de psychothérapie, ni le travail. Voilà, moi, quand je vous parle, j'ai aussi derrière moi un bagage au niveau de la psychologie, et donc qui font que parfois, voilà, j'utilise des outils plus de psychologie pour amener le travail au niveau du yoga, quoi. Merci. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Alors, je pense Eh bien, que Inès. pourrait poser sa question en allumant d'abord son micro, Inès. Oui, Voilà. bonsoir. Alors moi, je voulais demander, quand Isabelle parle des libérations successives, est-ce qu'on peut entendre que l'ultime libération est la mort ou pas du tout? Alors, moi, je dirais non. Je dirais non parce que en fait j'ai. Enfin après je sais pas. Hein. Moi je ne suis pas morte encore. Du moins ou du moins si je me souviens pas de mes morts précédentes et j'ai pas vécu une NDE pour pouvoir répondre à la question comme ça. Mais en fait je dis non. Pourquoi? Par référence, je dirais pas que. J'ai nuancé ma réponse. Je dirais pas que la mort. Pour certaines personnes, je pense que la mort peut être une libération. Mais quand on regarde dans certains êtres comme Mahananda Mahi, Sri Mahana Maharshi, il y en a plusieurs qui en fait ont vécu, je veux dire, une libération en étant en vie. Je pense que ça peut être vraiment un travail, oui, c'est un travail, c'est quelque chose à se faire au quotidien, de se relier toujours vers plus de conscience pour un moment. Et je pense que nous pouvons, il y a la libération et il y a toutes ces petites libérations que nous pouvons vivre quand on travaille, quand on pratique la méditation, quand on pratique sur le chant de mantra, mais peut-être d'autres activités aussi peuvent amener qu'à un moment donné, il y a cet instant T où on peut vivre un instant de libération, quoi. Et donc on peut entendre libération comme un moment d'éveil, de déclic, de... Voilà, oui. En fait, dans les textes yogiques, quand ils parlent de libération, en fait, ils disent qu'il n'y a plus du tout notre ego qui intervient. Il n'y a plus de décision, il n'y a plus de partage de l'ego. C'est au service de l'univers. Tout ce qui est offert est au service d'eux, mais plus pour le jeu, quoi. Merci. De rien. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je vais te suggérer, Isabelle, de reprendre le fil de l'exposé que tu as préparé et bien entendu, les personnes peuvent préparer leurs questions suivantes pour le moment où Isabelle jugera que ce sera opportun. Alors, donc, pour nous aider, pour avoir cette relation, je veux dire, de vérité avec soi, pour nous aider à avoir une relation bienveillante avec soi, en fait, Patanjali nous a offert une boîte à outils. Et voilà, dans cette boîte à outils, il y a pour moi être dans l'instant présent, comme je disais, c'est le premier qui nous offre d'être dans le maintenant. Donc, il nous dit bien, l'enseignement du yoga, mais c'est vraiment quelque chose qui nous traverse, qui traverse tout notre être.
ne peut avoir lieu que si on s'installe dans le maintenant. Si on vit dans le passé, si on vit dans la projection du futur, eh bien, ce sera vraiment plus compliqué, quoi, parce qu'on sera toujours dans soit du regret, soit dans quelque chose qui n'est pas encore là et qu'on ne sait même pas s'il se passera, quoi. Donc, vivre vraiment le maintenant. Après, Patanjali va nous parler aussi des activités du mental, de pouvoir les identifier pour être plus dans la conscience. Mais vraiment, moi, c'est un sutra, un petit message que Patanjali nous a partagé et qui est vraiment pour moi important, tant envers les autres, envers nos relations, pour avoir vraiment ce qu'on appelle une écologie relationnelle, que pour une écologie relationnelle envers nous-mêmes, c'est le Sutra 1.33. Et donc, je vais prendre mes Yoga Sutras que je n'ai pas pris, j'arrive tout de suite. Et donc, Patanjali nous dit dans le Sutra 1.33, et voilà, mon petit livre de chevet, c'est la traduction des Yoga Sutras par un de mes enseignants qui est Franz Morse. Et donc, Franz nous traduit le sutra en disant: la sérénité du mental provient de l'attitude intérieure, donc, dans les champs relationnels d'eux. Donc, il nous parle bien, une attitude intérieure, donc une relation avec notre corps, avec notre mental, mais pas que le mental, avec le corps sur l'amitié envers les heureux. Donc, soyons en amitié avec nous-mêmes quand toutes les choses se passent bien. Soyons en amitié avec les autres. Il nous dit ensuite d'être en compassion avec ceux qui souffrent. Donc, bienveillance avec soi-même quand il y a des souffrances. Éviter la culpabilité, éviter de se flageller inutilement, c'est vraiment d'être en bienveillance. Ensuite, il nous dit la joie envers les vertueux. Ah bien oui, ne pas jalouser ceux qui réussissent, être vraiment en joie pour tous ceux qui réussissent. Pouvoir être en joie quand on a fait quelque chose de bien, se en réjouir. Et l'équanimité et la prise de distance avec ceux qui agissent mal. Avec ceux qui, voilà, on ne va pas aller se coller ni entretenir nécessairement des relations de proximité avec les personnes qui sont pour la violence, avec toutes les personnes. Bien voilà, c'est dire sans jugement, mais on ne s'y colle pas. Et donc, si on peut, quand nous-mêmes, nous avons fait quelque chose, voilà, qui n'est pas nécessairement vertueux, quelque chose qui ne nous fait pas du bien, mais arrêtons de commencer à ruminer, de commencer à se le répéter. Mais je ne le répète pas le lendemain, ni encore le surlendemain, quoi. Ah, donc ça, c'est important. Je peux prendre conscience à un moment donné, Isabelle, ta pratique, elle était peut-être un petit peu trop stricte aujourd'hui. Ben, je ne vais pas pour autant dire, ah oui, mais demain, parce que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois arriver à faire ça. Non. Dire, OK, un jour, je le constate, je le ressens dans mon corps, eh bien, je peux faire en sorte que le lendemain, elle soit nettement plus adaptée. Un autre outil que Patanjali nous propose, c'est vraiment d'avoir une pratique régulière, vraiment continue. C'est vraiment remettre le couvert, encore le couvert et encore le couvert qui va vraiment nous permettre d'amener davantage de conscience. Mais attention, pas n'importe quelle pratique. Il nous dit une pratique dans laquelle on n'attend aucun résultat. On fait la pratique et on n'attend pas de retour. Ensuite, il nous parle aussi, il nous invite à observer. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est important d'avoir un petit cahier, de pouvoir écrire, observer les activités de notre mental, observer nos pensées, observer nos ruminations. C'est important et c'est intéressant parce que ça va nous amener de la conscience, ça va nous mettre des choses en lumière, quoi. Ensuite, Patanjali nous invite à entrer dans une relation d'intimité avec soi,
d'aller encore un petit peu plus profondément. Et pour ça, il va nous donner un outil précieux qui est de répéter et de se relier à la vibration du Om. Et donc de pouvoir laisser vibrer ce son, ce mantra, qu'il appelle le plus grand des mantras, pour vraiment t'inviter à se déconnecter, quoi. Donc moi, je vous inviterai vraiment régulièrement, quand vous pratiquez votre séance, eh bien, c'est quand vous êtes sur votre tapis, à chaque expiration, vous laissez vibrer le Om et refaites ça plusieurs fois pendant la semaine ou plusieurs fois sur le mois et tout, et observez la qualité de votre pratique sans la vibration du Om et la qualité de votre pratique avec la vibration du Om. Ensuite, Patanjali nous invite aussi à nous relier à cette dimension divine qui est à l'intérieur de chaque être humain. Donc, il dit, reliez-vous à Ishvara Pranidhana. C'est en fait cultiver une reliance. En fait, je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans notre société actuelle, c'est cette notion de reliance. Et en fait, il ne nous demande pas de nous relier à quelque chose de plus grand que nous à l'extérieur de nous. En fait, il nous dit vraiment, le plus grand est à l'intérieur de nous, dans ce qui est parfois le plus petit. Si on fait référence à la Chandogya Upanishad, eh bien la Chandogya Upanishad nous dit l'Atman se trouve où? Dans le cœur. Le plus grand se trouve dans le plus petit. Ensuite, il nous invite justement à méditer, à nous déposer dans cet espace du cœur. Il l'appelle Vishokava Jyotismati, donc c'est vraiment dans cette lumière du cœur. Dans certains Upanishads, il nous l'enseignera comme Hridayam, dans cet espace du cœur, ou encore dans Dahara aussi, c'est dans la Chandogya Upanishad qu'il utilise ce petit mot-là, et je pense que ça viendra dans les slides suivants, où il dit vraiment dans cet espace du cœur. Ensuite, Patanjali nous invite à nous relier à trois principes qui fait référence dans le deuxième chapitre. Dans le Kriya Yoga, il nous dit pratiquer, chauffer. Moi, je vous invite vraiment, quand vous pratiquez le matin, à bien faire des bastrikas, à faire des kapalabhati. Ça vient nettoyer le mental, ça vient purifier, ça vient vraiment aider à libérer. Parler de libération tout à l'heure, bien, cette libération, ce nettoyage du mental par la pratique régulière de bastrika, de kapalabhati, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça vient chauffer quelque chose qui permet de nettoyer. Et ça, c'est vraiment le rôle de tapas, quoi. Ils nous disent aussi des choses très importantes, de pratiquer Svadhyaya. Donc Svadhyaya est très très souvent vu comme l'étude des textes sacrés, la récitation du chant de mantra. Le Svadhyaya, c'est aussi, je vous le proposerai tout à l'heure, mettre du sens, mettre de la symbolique dans nos postures pour amener davantage de compréhension dans ce que nous faisons et peut-être d'amener aussi une clarté au niveau du mental. Il nous invite aussi à nous appuyer sur une éthique relationnelle, donc les 5 yamas, et une éthique donc relationnelle avec autrui pour les 5 yamas, que moi j'aime beaucoup dans mon enseignement dire attention, les yamas sont une éthique relationnelle envers les autres et envers soi-même, et une éthique aussi personnelle dans laquelle, après nous avoir proposé de travailler encore plus la purification, la pureté, de travailler le contentement, il revient avec les 3 principes que je parlais du Kriya Yoga. Et il nous invitera ensuite pour tout ça, il nous dit c'est pourquoi faire tout ça? C'est pour en fait nous libérer de la souffrance. Nous libérer des souffrances qui sont provoquées généralement par nos kleshas. Et la klesha la plus importante, comme il dit très bien, le vivier des autres, c'est notre ignorance, c'est notre méconnaissance des choses. Donc pouvoir amener
du discernement, de la conscience, de la compréhension, pour éviter d'être dans l'ego et dans cet ego qui veut à tout prix s'approprier quelque chose ou qui veut à tout prix rejeter ou éviter d'être dans une peur qui nous empêche d'aller vers quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas encore et qui peut être très très bon. Voilà au niveau d'une série. Alors, il nous en donne d'autres, hein. Moi, je me suis centrée principalement sur les outils accessibles et pas trop compliqués à mettre en place, quoi. Et pour faire le pont avec Jung et la psychologie, eh bien, oui, le yoga est bien avant la psychologie. Le yoga est bien avant Jésus-Christ, nous parlait déjà de tout cela. Et donc, j'avais vraiment à cœur de vous mettre avant que la psychologie nous parle vraiment de processus d'individuation, d'autorégulation émotionnelle, de régulation émotionnelle. Eh bien, en fait, les textes anciens du yoga nous parlaient déjà, avaient déjà cartographié le corps, avaient déjà cartographié l'esprit et nous avaient déjà donné des moyens pour nous apaiser. Et avant les Yoga Sutras de Patanjali, on a le Mahabharata, on a la Bhagavad Gita, on a aussi les Upanishads qui en fait sont vraiment foisonnent d'informations pour nous permettre d'aller encore plus à la rencontre de nous-mêmes, encore plus dans la découverte de l'être divin que nous sommes. Alors, là où j'avais été surprise en découvrant la philosophie du yoga, c'est qu'en fait, il, il nous dit, en fait, Patanjali, qu'un obstacle à la réalisation, enfin les obstacles à la réalisation, les obstacles à la libération sont la maladie et les conséquences de la maladie sont les symptômes. Mais en fait, la psychologie, principalement Jung, ne voyait pas les choses comme ça. Jung nous dit, le symptôme est une tentative de guérison de la nature. Et moi, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, ça ne nous limite pas. C'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas aller vers la réalisation, qu'on ne peut pas aller vers la libération. Et je pense que si vous accompagnez des personnes, eh bien, vous pourrez voir des personnes, même si elles sont malades, même si elles sont en souffrance, eh bien, elles peuvent vivre des moments de libération, quoi. Et ça, c'est important de le regarder. Ce n'est pas un frein à l'éveil, c'est pas un frein à la libération. Non, non, ça peut nous parler vraiment de guérison aussi, quoi. Donc, le symptôme, je lis la phrase que je vous ai écrite, le symptôme n'est pas seulement une souffrance à faire disparaître, il est une proposition de la psyché pour retrouver son équilibre. Et le corps parle lorsque les mots ne suffisent plus. Je pense de mémoire que c'est Jacques Salomé qui nous parlait des mots comme des mots. Et donc, vraiment de voir, voilà, de faire ce lien, de dire, mais tiens, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas pu lire en moi et qui s'exprime d'une autre manière. Donc, ah tiens, j'ai une diapositive blanche, je vais peut-être tourner dans les miennes, c'est pas normal. Ah oui, je sais, c'est pourquoi. Je n'ai pas su mettre mon petit tableau. Donc là, je voulais faire une petite comparaison avec la psychologie analytique et le yoga. En fait, dans la psychologie analytique, l'inconscient cherche à devenir conscient. Là où le yoga essaie de nous permettre de démasquer nos clichés. Le symptôme révèle un déséquilibre intérieur. Attention, dans le yoga, Patanjali nous dit, les symptômes sont des obstacles à notre réalisation. En psychologie, on nous dit aussi, observer, s'enfuir permet la transformation.
le yoga va nous proposer Svadhyaya, l'observation de soi, la connaissance de soi. En psychologie, le processus d'individuation nous conduit vers quelque chose vers le 1. Le processus d'individuation, c'est vraiment arriver à aller vers cette totalité intérieure, ce 1. Et là, on retrouve le yoga qui cherche vraiment à nous inviter à nous relier à cette dimension d'Atman, de Purusha, du divin, pour aller vers ce 1 et ne plus non plus s'identifier à notre histoire. Alors, j'ai été un petit peu vite en mettant mais c'est pas grave. Moi, je vois vraiment au niveau du yoga comme s'il était un miroir qui nous aide vraiment à être un miroir. Alors moi je l'ai mis le yoga comme le miroir de la pensée de Jung, mais le yoga nous aide nous invite vraiment par notre pratique à être un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment nous dire, tiens, il met en reflet ce qu'il était peut-être difficile de voir au moment où nous sommes mis sur le tapis. Après la pratique, vraiment, il nous amène cette clairvoyance. Et donc, je vous invite vraiment à pratiquer encore, encore et encore. Et donc, quand Jung nous dit l'inconscient cherche à devenir conscient, le yoga nous dira que les voiles doivent être dissipés pour que la conscience retrouve sa nature profonde. Et voilà, les Upanishads nous en parlent de ces voiles aussi. Donc, on peut appeler voiles les kleshas, mais on peut aussi regarder dans les Upanishads où ils nous parlent de différentes enveloppes, de différents... Alors, voilà, c'est pas vraiment comme ça, mais on le voit souvent, je veux dire, traduit comme ça, comme différents corps. Moi, je me dis, je l'ai plus appris comme différentes enveloppes, différents fourreaux, et qui sont notre corps, aller au-delà du corps physique, aller au-delà du corps mental, aller au-delà du corps émotionnel, vraiment pour vraiment aller toucher cette part intime qui est vraiment à l'intérieur de nous. Et donc pour ça, voilà, j'ai aussi convoqué, comme dirait mon collègue Philippe Guénens, j'ai convoqué quelques Upanishads qui nous parlent bien et qui peuvent nous aider assez simplement de comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes beaucoup plus que cela, mais nous sommes beaucoup plus que cela si nous... Enfin, moi, j'utilise le yoga, mais il peut y avoir d'autres outils mais ici, on est dans le yoga, hein. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le yoga. Non, entendons-nous bien, il y a plein d'autres outils. Moi, ici, je vous donne une conférence sur le yoga. Et donc, mais que le yoga nous amène à comprendre, à amener de la compréhension pour mettre du mouvement. Vous voyez, vraiment, intelligence émotionnelle est comme une compréhension qui met du mouvement, qui amène de la clarté grâce à la pratique du yoga. Et donc, dans la Brihadaranyaka Upanishad, eh bien, à un moment donné, il y a le sage, il y a je ne sais pas c'est quoi qui fait ça, mais bon, qui nous parle de neti neti. En fait, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, ni ceci, ni cela. Neti neti. Et donc, qui suis-je lorsque tout tombe? C'est une vraie question. Qui suis-je quand toutes les identifications auxquelles je me suis posée, ou tous les masques dans lesquels je me suis réfugiée, eh bien, tombent? Qui suis-je? C'est intéressant de se poser cette question. Moi, je me suis, à un moment donné, quand j'ai fait mon travail en Ayurveda, je me suis dit, mais tiens, pour savoir qui suis-je, je vais d'abord chercher qui ne suis-je pas. Et donc, je me suis dit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, pour découvrir un petit peu plus de moi-même. Et je vous invite vraiment à pouvoir le pratiquer en vous rappelant quand quelque chose se passe,
C'est que, oui, mais en fait, je ne suis pas ce corps, ou je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ma maison, je ne suis pas mes paroles. Alors, on ne se réfugie, si on dit des choses qui ne sont pas gentilles, on ne se réfugie pas derrière, je ne suis pas cela. On s'assume 100% responsable de ce que l'on a dit. Et après, on n'est pas que ça. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc, j'aurais dû vous écrire, je ne suis pas que le corps, je ne suis pas que les pensées, je ne suis pas que les émotions, je ne suis pas que mon histoire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Regardons autour de nous, regardons-nous parfois comme nous pouvons nous identifier à notre histoire. Nous réfugier derrière notre histoire, derrière un vécu, pour excuser tel ou tel comportement, excuser telle ou telle chose, quoi. À un moment donné, on n'est pas notre histoire, on n'est pas notre passé. On est maintenant quelqu'un 100% responsable. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Et donc, en disant ceci, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, eh bien, en fait, qu'est-ce qui nous invite? C'est vraiment de reconnaître cette dimension, je reviens encore avec ça, cette dimension divine qui est vraiment au plus profond de nous-mêmes. C'est vraiment à ça que à ça que cela, que cette partie, parce que c'est une petite partie de la Brihadaranyaka Upanishad, le yoga nous invite à reconnaître ce qui était déjà là avant même notre corps, avant même notre conscience de qui nous sommes aujourd'hui. J'ai fait le parallèle de je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela avec en fait le processus d'individuation. Donc, comme je disais, pour Jung, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, c'est de quitter progressivement nos masques, c'est quitter progressivement ces identifications au moi pour arriver dans une réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, à la fois plus vaste, plus profonde, mais comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Et donc, Jung fait ce parallèle avec le soi, mais le soi avec un grand S, quoi. Et donc, là où Jung va nous parler d'intégration psychologique, eh bien, le yoga va plus nous parler d'aller vers une reconnexion, une reconnaissance spirituelle, une reliance à notre dimension spirituelle. Et donc, je vous inviterai à vous poser la question, qui suis-je lorsque je cesse de me confondre avec ce que je ressens, lorsque je cesse de me confondre avec ce que je pense, lorsque je cesse de me confondre avec ce que je crois être? Donc, qui suis-je quand je cesse toutes ces identifications? Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une autre Upanishad, qui est la Chandogya Upanishad, qui, elle va vraiment davantage, quand l'une lui dit « tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela », eh bien l'autre va lui dire « Tatvamasi », tu es cela. Elle va lui dire « tu es cela, mais tu es cela quoi? Tu es cela » parce qu'elle nous parle de notre âme. Elle nous parle de cette dimension très intime au cœur de notre être, qui est dans le cœur. Et donc, c'est à ça qu'elle nous dit. Tu es, quand elle dit Tadvamasi, tu es cela. C'est vraiment parce qu'elle nous invite à nous relier à cette dimension intime au plus profond, à cette dimension, donc dans les Yoga Sutras de Patanjali, je vous ai dit tout à l'heure, Vishokava Jyotismati. Donc il nous invite à nous relier à cette lumière du cœur au plus profond de nous. Eh bien, la Chandogya Upanishad nous invite à ça aussi, c'est aller vraiment dans ce petit espace subtil que je vous parlais, d'Ahara, cet petit espace du cœur. Et donc, il nous dit, la Chandogya nous dit, dans le lotus du cœur existe un espace plus vaste que le ciel, un espace plus vaste que la terre. Tout l'univers y demeure et c'est à l'intérieur de nous.
C'est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et donc pouvoir se relier, et donc là, bien, je ne sais pas si vous pouvez simplement vous dire, je me relie à cette dimension lumineuse qui réside à l'intérieur de moi. Si par contre vous êtes sensible au chant de mantra, ben, n'hésitez pas dans votre pratique à pratiquer avec Tatvamasi. Donc c'est vraiment un très très beau mantra pour vraiment nous aider à nous relier à cette dimension lumineuse qui réside au plus profond de notre intimité. Et donc, je vous proposais cette question. Que reste-t-il lorsque je cesse de me définir par mes émotions et que je reviens simplement habiter l'espace de mon cœur? Donc, que reste-t-il quand je cesse de me définir par mes émotions et que je viens simplement habiter l'espace de mon cœur? Je encore fait référence à deux autres Upanishads, mais que je vais peut-être passer parce que j'aimerais bien vraiment vous guider dans la pratique. Donc, il y a la Katha Upanishad, en fait, peut-être que vous avez déjà entendu parler, pas de la Katha Upanishad, mais que vous avez entendu parler de cette métaphore avec le char, les chevaux et le visiteur, le cocher qui guide les chevaux et le visiteur. Et donc, en fait, le char représente, ou le carrosse représente le corps. Le cocher, on y voit différentes interprétations. Certains disent que c'est le mental, d'autres nous diront que, et dans l'Upanishad, la Katha Upanishad, il nous dit que le cocher est le discernement, la buddhi, celle qui peut voir au-delà justement de notre mental. Et les mentales sont les reines, les sens sont les chevaux, et bien souvent, quand moi je pose à mes élèves, qui est le maître? Les élèves me disent, ben, le cocher, c'est lui qui guide le cheval. Ben non, le maître n'est pas le cocher. Le maître, c'est celui qui donne la destination où aller. C'est en fait le visiteur, celui qui est à l'intérieur du char, à l'intérieur du carrosse. C'est lui le maître, c'est lui qui donne, qui dit, conduis-moi là. C'est la même chose si vous prenez une lettre. Le facteur ne va pas décider d'aller mettre la lettre dans telle ou telle boîte aux lettres. Non. En fait, il y a une adresse. L'expéditeur a décidé que, en fait, la lettre allait aller là. Quel chemin prend-elle? Ça, voilà, on ne sait pas. S'il y a des grèves des postes ou si ou là, elle va être peut-être retardée. Mais en tout cas, qui a donné l'information? C'est l'expéditeur. Donc ici, c'est intéressant vraiment de la regarder pour dire attention. Voilà, elle nous invite vraiment à discerner également. Elle nous invite à se viveka pour dire ce n'est pas le mental qui mène. Il y a un visiteur. Il y a l'Atman qui est au plus profond, ces dimensions lumineuses qui résident au plus profond de nous-mêmes. Et donc, qui conduit? C'est la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Qui conduit le char de votre vie? Est-ce que ce sont vos impulsions? Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est le discernement? Qui conduit le char de votre vie aujourd'hui? Et puis, j'ai fait référence à une dernière Upanishad que j'ai un petit peu survolée tantôt déjà. C'est la Taittiriya Upanishad et les 5 enveloppes de lettres. Donc, il nous dit bien qu'en fait, on a différentes enveloppes. Notre enveloppe qui vient, celle du corps physique, Annamaya Kosha. Il y a le corps énergétique, le souffle vital, là où circule notre prana, notre énergie de vie, qui est Pranamaya Kosha. Il y a celle dans laquelle circulent nos émotions, nos perceptions, qui est Manomaya Kosha. Il y a une autre enveloppe, celle qui est plus, que je vous disais, qu'on peut faire le parallèle avec la Buddhi, qui est Vijnana Maya Kosha, qui est cette enveloppe où réside notre intelligence profonde, où réside en fait le discernement. Et ensuite, on a cette enveloppe de félicité, de paix, qui est Ananda Maya Kosha. Et donc, pouvoir aujourd'hui ne pas s'identifier à un corps ou à un autre, mais se souvenir qu'on est un tout
et que ce n'est pas l'un ou l'autre qui mène notre vie. Et donc, c'est à ça que je voulais vous inviter aussi. À quelle enveloppe suis-je le plus identifié aujourd'hui? À mon corps, à mes émotions, à mes pensées, ou quelque chose de plus profond qui les observe? Voilà, c'est intéressant à certains moments de pouvoir se prendre le recul nécessaire pour voir qu'est-ce qui me mène, qu'est-ce qui me dirige aujourd'hui, quoi. Oui, j'avais encore envie de vous faire un petit parallèle. Moi, je n'irai pas jusqu'au bout de mes diapos, sinon je ne saurais pas vous guider. Euh, j'avais envie de faire un petit parallèle aussi, parce qu'en fait, ben, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les textes parlaient bien, bien avant la psychologie, ben, en fait, si on regarde dans le Mahabharata qui est cette fameuse guerre entre deux clans, le clan des Kauravas et les clans des Pandavas, et qui, dans ce Mahabharata, on va retrouver la Bhagavad Gita avec, à un moment donné, Arjuna, tout ce dialogue entre Arjuna et Krishna. Mais en fait, ce que je voulais, pour faire très bref, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que cette guerre entre deux clans de cousins est en fait le symbole d'une guerre entre deux clans à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, c'est la symbolique d'une guerre intérieure. Et si on peut regarder le Mahabharata, lire le Mahabharata avec cette intelligence émotionnelle discernante, que les personnages parlent de notre psyché, de nos schémas intérieurs, eh bien, nous verrons quand Arjuna s'effondre, qu'il est en fait vraiment happé par le doute. Ben, nous aussi, on est happé par le doute. Et c'est rien d'autre que cela. En fait, à un moment donné, c'est ce doute qui le met à terre et il le dit, hein, à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part, oui, ah ben, ouais, si je l'ai écrit là. Au seuil de la bataille de Kurukshetra, Arjuna s'effondre. Son corps tremble. C'est écrit dans le texte, hein, je ne vous invente rien. Son corps tremble. Sa bouche, j'ai oublié un S, sa bouche s'assèche. Son arc glisse de ses mains. Son mental est envahi par la peur, la tristesse, la confusion, le doute. Mais non, je ne peux pas me battre contre mes cousins, je ne peux pas me battre contre mes frères. Et donc, tout ce doute-là. Et donc, nous aussi, nous sommes parfois envahis par le doute, par nos pensées et tout. Mais ce qui est important, et là où le yoga va nous aider, c'est vraiment de nouveau à retrouver Viveka, le discernement, pour être fidèle à notre mission de vie. Connaissons-nous notre mission de vie? Puissions-nous être le plus fidèles possible à notre mission de vie? C'est à ça qu'aussi que le yoga nous invite. Krishna va lui dire, c'est ton dharma. Donc Krishna va lui amener de la clarté, de la clairvoyance. Il ne va pas lui dire tu ne peux pas avoir d'émotion. Il va l'inviter à traverser son émotion, mais pour aller vers son dharma, vers sa mission de vie. Et donc, comme je vous le mets, Arjuna est en chacun de nous. La bataille de Kurukshetra est aussi celle qui se déroule en nous. Arjuna représente notre personnalité, lorsqu'elle hésite, elle doute, elle souffre et laisse émerger nos émotions. Et Krishna est là pour éclairer son regard. Et donc, moi, je vous invite vraiment à voir Krishna comme notre pratique de yoga, comme cette partie qui nous aide vraiment à discerner, à aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui est présent. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, quoi? Au-delà de quelqu'un qui nous fait une remarque, au-delà de quelqu'un qui peut... Parce que c'est avec ça qu'on va le mieux avancer. Hein. C'est pas avec la personne avec qui on est en amitié, qu'on aime beaucoup et tout. C'est pas ces personnes-là qui vont nous faire avancer. Les personnes qui vont nous faire avancer, ce sont les personnes avec qui nous rencontrons des difficultés. Parce qu'elles viennent juste mettre en miroir, juste mettre en reflet quelque chose qui est plus difficile pour nous de regarder, plus difficile pour nous de mettre en mouvement. Et là, notre pratique de yoga va nous aider. Et donc, comme je vous l'ai écrit, le corps ne ment jamais, les émotions ne mentent pas, elles révèlent ce qui demande à être vu.
Et donc, j'ai envie de vous inviter à une petite pratique Svadhyaya, une très courte pratique. Michel, je dois terminer à quelle heure? Théoriquement, on termine à 20 heures, donc il te reste un quart d'heure pour la petite pratique et un dernier petit tour de questions-réponses. Ok, parfait, super. Donc, je vous invite. Alors, si c'est pas possible de vous mettre sur un tapis, eh bien, vous pouvez rester assis sur une chaise. Ce ne sera pas du tout un problème. Et donc, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, soit sur votre tapis, soit sur votre siège, soit où c'est le mieux pour vous. Je vais vous inviter à venir déposer les mains sur l'espace de votre cœur, de fermer quelques instants les yeux pour vous relier à votre dimension profonde, mais surtout, dans un premier temps, vous relier à votre respiration. Et donc, comme tout à l'heure, je vous invite à prendre le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Et vous laissez l'inspire, l'expire circuler en vous souvenant et en ressentant que l'inspire contribue à votre redressement intérieur et que l'expire contribue à la libération des tensions. Que l'expire contribue à ce nettoyage intérieur. Reste encore quelques respirations dans cette dimension de reliance. Sentez l'ancrage des plants des pieds. Et rien que cet ancrage, si ce n'est pas les plants des pieds, ça peut être les genoux, mais sentez cet ancrage, cette entrée, cette reliance à cette dimension terrestre. Et quand une inspiration se présente à vous, je vous invite à étirer les bras vers le haut. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains sur l'espace du cœur. Je vous invite à reprendre encore quelques fois et à vous laisser bercer par ces quelques mots. Sur l'inspiration, les bras s'étirent. Sur l'expiration, les mains se posent sur l'espace du cœur. Sur une prochaine inspiration, laissez vibrer en vous. Qu'est-ce qui, en moi, aspire à grandir? Qu'est-ce qui, en moi, aspire à grandir? Et sur l'expiration, avec beaucoup de bienveillance, vous revenez poser les mains sur l'espace de votre cœur. Inspire. Qu'est-ce qui, en moi, aspire à grandir? Expire. Retour sur l'espace de votre cœur. La prochaine fois que vous revenez sur l'espace de votre cœur, laissez vibrer encore une fois ces mots sans le mouvement. Qu'est-ce qui, en moi, aspire à grandir? Et toujours à votre rythme. Vous allez sur une prochaine inspiration
Étirez les bras latéralement pour avoir un grand mouvement d'ouverture. Les paumes des mains se tournent vers le plafond. Et sur l'expiration, vous revenez de poser les mains sur l'espace de votre ventre. Inspire, grand mouvement de bras par les côtés, paume des mains tournées vers le plafond. Expire, retour vers l'espace de votre ventre. Inspire, je m'ouvre à plus grand que ma conscience présente. Expire, je reviens dans mon espace sacré, au cœur de mon ventre. Inspire, j'ouvre les bras très très grands. Je m'ouvre à plus grand que ma conscience. Expire, je reviens poser les mains sur l'espace du ventre. Et reprenez quelques fois en vous souvenant, je m'ouvre à plus grand que ma conscience. Et quand je reviens sur l'espace du ventre, je sens cette reliance. Moi vibre. Prochaine fois que vous reviendrez sur l'expiration, je vous invite à rester quelques instants en vous disant mentalement, je m'ouvre à plus grand que ma conscience présente. Et puis doucement, vous déposerez les mains sur chacune des cuisses. Et à nouveau, vous prenez une profonde inspiration. Et sur l'expiration, vous déposez la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière le sacrum, et vous pivotez, vous pivotez. Vous laissez quelque chose qui s'essore. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, vous déposez la main gauche sur la cuisse droite, vous tournez vers la droite, et on sort de ce côté aussi. Inspire, on revient dans l'axe et on poursuit à son rythme. L'expire nous invite à tourner vers la gauche. L'inspire nous ramène dans l'axe. L'expire nous invite à tourner vers la droite. Et vous allez mentalement répéter à chaque expiration, de quoi puis-je me libérer aujourd'hui? À chaque expiration, de quoi puis-je me libérer aujourd'hui? Et souvenez-vous, Abhyasa Vairagyavyam, pratique couplée au détachement. On ne cherche pas de résultat, juste inviter le corps. De quoi puis-je me libérer aujourd'hui? Je ne cherche pas avec mon mental, je laisse mon intelligence émotionnelle faire, œuvrer pour moi. Je vous invite à revenir doucement. Quand vous terminez par la droite, vu qu'on a commencé par la gauche, vous reviendrez les mains sur les cuisses. De quoi puis-je me libérer aujourd'hui? Je
Je vous invite vraiment à sentir l'ancrage des plantes des pieds sur le sol ou sur votre support, mais vraiment sentir votre ancrage, descendre le coccyx dans le support, redresser votre colonne vertébrale, ouvrir vos épaules. Sur une inspiration, les bras, les coudes fléchis à hauteur des épaules, les avant-bras bien étirés, donc bras en chandelier. Expire, on glisse les paumes des mains et on vient faire un salut juste vers l'avant. On inspire, on revient, grand mouvement d'ouverture, bras en chandelier. Expire, on vient faire un salut vers l'avant. Et on reprend quelquefois à son rythme. Et chaque fois que vous expirez, que vous faites ce salut, répétez mentalement, à quoi puis-je dire oui aujourd'hui? À quoi puis-je dire oui aujourd'hui? La prochaine fois que vous reviendrez dans une expiration, au lieu de partir le salut vers l'avant, vous replacerez les paumes des mains en namasté, les pouces sur l'espace du cœur, avec la vibration de cette phrase qui résonne à l'intérieur de vous. À quoi puis-je dire oui aujourd'hui? Et puis doucement, je vous inviterai à relâcher les mains, mais en pouvoir encore garder les paupières quelques instants déposées, de vous laisser bercer par les mots qui suivent. Dans Svadhyaya, chaque mot, chaque geste, chaque souffle, chaque posture nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Laissez votre corps, laissez votre souffle, laissez votre mental pour être en relation avec cet intime qui peut vous révéler quelque chose sur vous-même. Il y a encore quelques instants juste pour accueillir ce qui est présent par votre souffle lent, calme et profond. Et je vous inviterai doucement à revenir dans la présence, dans le maintenant, en accueillant tout simplement ce qui est là.
et je vais laisser l'espace. J'ai parlé assez, je vais vous laisser l'espace pour poser vos questions, pour vos observations, voilà, ce que vous avez envie de partager. Nous pouvons nous accorder, je crois, 5 bonnes minutes de questions-réponses. Donc, prenez la parole si vous avez une question à poser. Bonjour, si je peux me permettre de poser une question. Est-ce que tu fais partie de ces professeurs, Isabelle, qui pensent que parfois lors de certaines séances où on est vraiment en harmonie avec soi-même et qu'on parvient au calme mental, qu'il y a parfois des symboles, des mots, des bouts de phrases qui surgissent spontanément et qui en fait proviennent d'une problématique du passé qui d'un coup devient consciente en fait et qu'il faut justement exploiter, qu'il faut essayer de comprendre dans le but d'évoluer, de grandir. Là on est vraiment dans Svadhyaya. Voilà, ça c'est ma question. Bah, c'est comme ça que je l'ai étudié, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il est enfin, moi ici, je vous ai guidé vraiment dans une très très courte pratique. L'idéal, c'est d'écrire quelques mots avant la pratique, puis d'écrire quelques mots après la pratique, sans essayer que ce soit le mental. C'est vraiment de laisser les mots s'écrire d'eux-mêmes pour pouvoir après se lire et prendre conscience de ce qui a été écrit. Mais en effet, aussi, pendant la pratique, parfois, on peut dire ayez votre petit cahier à côté de vous, parce qu'il va peut-être quelque chose qui va surgir. Ça peut être des mots, Claudio, mais ça pourrait être aussi une sensation. Une Et sensation. cette sensation, si on la suit, elle peut peut-être nous amener quelque part qu'on n'imaginait absolument pas. Oui. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai étudié avec mon professeur. C'est comme ça que Christiane Berthollet-Laurel l'explique aussi dans toute sa pratique Svadhyaya. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Merci, Claudia. Alors, une autre intervention, n'hésitez pas, Moi, c'est une belle occasion. je pourrais peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça je vous verrai. Voilà. Bon, ben, je vais Il n'y en a poser, pas dans le chat, Michel. je vérifie, c'est une bonne précaution. Non, non, dans le chat, il y avait eu simplement aussi une remarque de Claudio tantôt au sujet de la libération. Claudio avait écrit Libération s'entend comme la fin des souffrances, selon les textes. Donc, c'est un petit complément que Claudio avait ajouté. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un parmi vous, parmi les 23-24 personnes, a envie de poser une question? Comme je ne vois pas de main qui se lève, je vais me permettre d'en poser une. Tu nous as dit, Isabelle, qu'on nous recommandait de rechercher nos vasanas et nos samskaras par de l'écoute et de l'observation. Alors, je rejoindrai peut-être un peu la question posée par Claudio. Je crois que j'ai une réponse, mais ce qui est ta réponse, Isabelle, qui m'intéressera. Pour cette écoute et cette observation, afin de rechercher nos vasanas et nos samskaras, est-ce que ça peut se passer autant dans une pratique posturale que après la pratique
posturale par un moment de silence et de clairvoyance qui apparaîtrait. Donc, pour être très concret, après la plastique posturale, il faudrait pas dire, ah bah ça c'est, j'ai fini mes asanas, au revoir mon tapis, je passe à mon activité suivante immédiatement. Bien sûr, on a tous des agendas remplis, mais l'idéal étant de s'offrir un moment de dharana ou dhyana, suivant les termes qu'on veut employer, mais enfin quand même un moment de silence, pas uniquement auditif, mais de silence corporel. Mhm. Que Alors, tout- moi, j'irais dans le sens où je ne mettrais pas de séparativité, mais je dirais l'inclusion, c'est qu'en fait, il peut y avoir, pour certaines personnes, il va y avoir dans la pratique des choses qui vont déjà vraiment se révéler. Et très souvent, c'est dans la pratique méditative, là où on revient dans ce silence intérieur, que des choses émergent, quoi. Mais voilà, je dirais dans le sens où il peut y avoir euh, déjà dans la pratique posturale, par peut-être parce que comme le disait Claudio, peut-être un mot que l'enseignant va utiliser qui va venir faire écho à quelque chose et qui va permettre de découdre et d'amener là où peut-être on ne s'imaginait pas, quoi. Mhm. Tu sais, là je fais parfois appel aussi, enfin, moi, le fait que j'ai étudié l'hypnose aussi, parfois Erickson disait, on peut arriver dans une pièce avec un tableau qui va venir peut-être ébranler la personne vers quelque chose parce qu'il va rappeler dans la mémoire une information de peut-être de quelque chose quand on était enfant chez notre grand-mère ou quoi ou qu'est-ce, mais une odeur de gaufre, une odeur de quelque chose peut nous ramener un souvenir joyeux comme non. Et donc, un mot, quand on donne sur le tapis ou quoi, dans la séance, peut ramener aussi une information qui est causée pour. Et alors, ce qui va souvent arriver, Michel, c'est qu'en fait, parce que nos samskaras, ça va, nos vasanas sont des mémoires vraiment inconscientes. Et donc, quand on travaille davantage Svadhyaya, ce qui va arriver, c'est qu'après, on va être surpris de quelque part. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, voilà. Et ça aussi, c'est à un moment donné, le corps est prêt, le mental est prêt, l'être est prêt à accueillir, à se souvenir d'eux. Donc moi, je dirais Voilà. Alors, encore une autre question, s'il vous plaît, et puis on terminera, mais allez-y, ne vous gênez pas, profitez de la présence d'Isabelle. Faut pas non plus se torturer. Alors, j'ai, j'ai une demande à faire à Isabelle, et je pense qu'avec l'aide de Karine Svitak qui a aimablement assuré notre intendance technologique pour cette réunion, la demande est réalisable. Do you hear me, Karen? Even if you don't understand everything in French. Bon, Sure. Thank you very much. la demande est que les diapositives ou slides puissent être partagées, envoyées aux personnes qui étaient présentes. Ça ne doit pas forcément figurer sur un site web et être accessible à tout public, mais ce serait sympa pour les personnes qui étaient présentes. Et avec l'aide de Karine, nous pourrons sûrement trouver les adresses électroniques. Voilà. Ceci étant dit, je pense que nous allons terminer. Je vois qu'il y a des remerciements pour la soirée dans le chat de Anne-France, Oui. Claudio, Stéphanie, une série de personnes ont exprimé par écrit leur remerciement. Ok, merci. Ouais, je me permets de dire que, en effet, je vais partager les slides, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura un ou deux en plus que j'ai pas eu l'occasion de partager, mais que voilà que je mettrai dedans parce que ça peut être intéressant. Justement, moi, je vous propose, si vous avez, s'il y a des professeurs dans le groupe, si il y a des pratiquants expérimentés, j'ai fait un petit tableau avec certains
certains mouvements et certaines petites phrases qui pourraient être dites, quoi. Et donc, ça, je ne vous les ai pas passées, mais je les mettrai dans le slide, dans les slides. Voilà. Un grand merci. Et voilà, nous allons terminer maintenant. Merci beaucoup à tout le Merci à monde. tout le monde, en tout cas, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci à tous. Merci Dominique. Thank you, Karin. We are going to Merci.